L'hymne de la Renaissance du Bénin repris en chœur ici par les structures de base du parti à Cotonou. Elles apportent leur soutien à Léadi Soglo, qui pour eux demeure président de la Renaissance du Bénin en dépit de la décision d'une frange du Bureau national l'ayant déchargé de ses fonctions. Nous, militants du parti de la Renaissance du Bénin, tenons à informer l'opinion publique nationale et internationale de ce qui suit. Face à l'activisme de quelques militants de notre parti, affirmons ici et maintenant notre soutien indéfectible au président Léadi Vinayon Soglo. Nous rappelons à tous que force doit rester à la loi, que notre président est le seul élu par le Congrès des 18 et 19 septembre 2010 et par conséquent, le seul détenteur de la légitimité et de la légalité du parti. Une déclaration reçue, sourire aux lèvres par l'émissaire de Léadi Soglo, avec un message particulier du président. Nous avons eu à discuter entre nous. Le président Vinayon Soglo reste ouvert au dialogue. Il reste ouvert à ses frères, à ses amis, à ses camarades de lutte, avec qui pendant de longues années, de très longues années, ils ont œuvré pour l'évolution, l'émancipation de ce parti. Ce parti qui a connu des crises n'en sont pas la première, mais on a surtout sorti la tête haute et on sortira la tête haute. L'heure est donc à la réconciliation et au dialogue pour le bonheur de la Renaissance du Bénin. Coupure de gâteaux, partage de divers mets issus des spécialités africaines. Le tableau du 54e anniversaire de la Journée mondiale de l'Afrique est bien garni. Cette journée commémore la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. La présente célébration vise à renforcer la solidarité et la cohésion au sein de l'Union africaine. La Journée de l'Afrique ici, c'est pour prôner l'intégration des peuples africains parce que, vous savez, depuis l'ère de temps, on a toujours prôné l'Union africaine dans les bureaux, dans les instances, mais le peuple ne vivait pas exactement ce que c'était l'unité africaine. Donc aujourd'hui, la journée, c'est une fois de plus réfléchir dans le sens de comment intégrer le peuple dans l'action de l'unité africaine. Au détour de cette rencontre festive et conviviale, un point d'honneur est mis sur la mission assignée à cette organisation continentale par les pères fondateurs. Dans ce contexte de mondialisation, l'heure est au regroupement des grands ensembles. Aucun pays ne peut vivre aujourd'hui en autarcie. Et fort heureusement, les dirigeants africains ont bien compris cela. J'insisterai particulièrement sur la nécessité pour l'Union africaine de veiller à la mise en œuvre méthodique de l'agenda 2063 qui synthétise l'ensemble des aspirations des populations africaines. Il n'y a pas meilleur appel à l'Union que celui lancé en son temps par le grand patriote de ce pays, le roi Guézo, quand il proclamait, je cite, « Si tous les fils du pays venaient de leurs mains assemblés, boucher les trous de la jarre percée, le pays sera sauvé. » Une journée de l'Afrique au-delà des réjouissances se veut une tradition pour les pays qui la célèbrent. Elle reste le symbole de tout un continent, celui de la liberté et du progrès économique. Au Bénin, c'est ici au Centre national hospitalier et universitaire de psychiatrie de Cotonou que sont reçus et pris en charge la plupart des malades mentaux. Précisément, 25% des patients qui y sont admis souffrent de la dépression, une maladie mentale très fréquente dans le monde et qui se caractérise par 3 grands symptômes. Premièrement, c'est une tristesse qui s'installe et qui dure dans le temps. Deuxièmement, c'est des manifestations dans le corps, surtout chez nous Africains. La dépression se manifeste beaucoup par des symptômes somatiques, dont l'insomnie, le fait de perdre le sommeil, l'anorexie et
des douleurs un peu partout dans tout le corps. Et le troisième symptôme caractéristique de la dépression, c'est ce que nous appelons l'inhibition, c'est-à-dire la perte d'élan chez l'intéressé. Cette personne qui était vivace, active, entreprenante, brusquement, elle devient ralentie. Différentes situations peuvent conduire à la dépression. Il s'agit le plus souvent d'une incapacité de l'individu à faire face, par exemple, à la perte d'un être cher, à des conflits interpersonnels, à des situations tendues en famille, en communauté et même sur le lieu de travail. C'est les situations un peu tendues à la maison, des échecs personnels que je ressasse, que je vis, donc je n'extériorise pas, je ne parle pas, je garde tout sur moi tout le temps. J'étais renfermé. Ce sont ces genres de choses, ces états de choses qui m'ont un peu poussé à perdre un peu, je dirais. Et puis j'avais des excès de violence, des crises de nerfs. Donc c'est suite à cela que les parents ont demandé à rencontrer le professeur et puis j'ai été interné pour une première fois en 2016. Il y a beaucoup de maladies qui sont associées à la dépression ou qui sont à l'origine de la dépression, surtout les maladies chroniques, le diabète, l'hypertension artérielle, les handicaps, un certain nombre de maladies qui nécessitent une prise en charge au long cours. Tout cela peut conduire à la dépression. Deuxième cause de décès chez les jeunes de 15 à 19 ans, la dépression n'est cependant pas une fatalité. Elle peut se soigner et se guérir. L'essentiel, c'est de commencer le traitement assez tôt et de suivre régulièrement les prescriptions du médecin, d'avoir une bonne observance thérapeutique, c'est-à-dire répondre présent au rendez-vous. Mais il n'y a pas que les médicaments. On peut traiter la dépression sans médicaments. Ça, c'est le rôle des psychiatres, c'est également le rôle des psychologues, des psychothérapeutes. La parole peut tuer, mais la parole également peut guérir. Donc, les paroles qui guérissent, les psychologues et les psychiatres les connaissent et savent les utiliser au bon moment. La preuve, jeune étudiant dépressif, il y a un an seulement, M. Ins a repris ses cours et témoigne. Je ne pense pas que ce soit une fatalité en ce sens où, avec les médicaments, j'ai commencé à me retrouver et il y a de l'ordre maintenant dans les idées. Et ce qui me faisait mal, ce que j'interprétais mal, qui faisait que je paniquais souvent et que j'avais des accès de violence, tout cela est passé avec les médicaments, donc je me retrouve un peu plus mieux. La dépression est une maladie mentale dont peuvent souffrir jeunes et vieux, adultes, enfants et bébés. Le sexe féminin en est la plus grande victime. À l'horizon, cette clinique érigée dans la commune de Ouida. Aucune indication ne vous renseigne sur ce centre créé depuis 2014. Une clinique privée non agréée dans laquelle plusieurs femmes de cette zone accouchent leurs bébés. Des liens confortables, dans un cadre inadéquat, accueillent les patients. C'est dans cette clinique que j'ai accouché mes 2 enfants. La sage-femme est irréprochable. Sous le couvert de l'anonymat, la responsable du centre, la quarantaine, nous conduit dans la salle d'accouchement. Une formation de 5 ans sur le tas a suffi pour cette aide-soignante pour qu'elle s'improvise sage-femme. Fière de ses œuvres, elle nous conduit chez une nourrice qu'elle a réussi à faire accoucher il y a 1 semaine dans sa clinique. Le bébé et sa mère se portent bien. Oui, c'est moi qui l'ai fait accoucher. Dans ma santé. En matière d'accouchement, elle fait bien son travail. C'est mon 2e geste avec elle. Dans la localité, c'est elle qui gère tous les accouchements et aucun problème jusqu'ici. Voici l'ambulance qui sert à transporter les femmes en travail avant l'avènement de cette clinique illégale. Le propriétaire du tricycle est le grand-père du bébé. Je quitte souvent mon lieu de travail entre 1h et 2h du matin. Il y a souvent des femmes en travail.
Et c'est grâce à ce tricycle qu'on les réfère dans les centres d'accouchement à Cotonou. Le rapprochement des centres de santé publics des populations béninoises est entre autres solutions pour réduire la prolifération des cliniques illégales et surtout pour assurer des soins de qualité aux populations à la base. Il y a des femmes qui ont fait à rentrer à la maison, elles ont évoqué ça, le mari a dit, va vite enlever ça. Il y a des maris qui ont accepté, les femmes ont refusé. Il y a des femmes qui ont accepté, les maris ont refusé. Il y a des gens qui ont mis ça le lendemain, ils sont allés enlever. Mais il y a 2 cas qui m'ont choqué, qui ont fait mal parce que... Une histoire banale a priori, mais elle a tourné au drame. Il y a une femme qu'on a césarisée, on lui a proposé la méthode, elle n'a pas accepté. Mais 8 mois après, elle est tombée encore enceinte. La grossesse n'est pas arrivée à terme quand l'utérus est déchiré. On l'a transportée de l'arrondissement, c'est à l'entrée de l'hôpital qu'elle est décédée. Cette dame aurait eu la vie sauve si elle avait observé l'espacement de naissance. C'est donc pour éviter ce genre de drame que se tient la sensibilisation de Comé, mais plus encore. La planification familiale, comme on le dit, est un facteur de développement social et économique. Quelqu'un qui s'adonne à la planification familiale va faire le nombre d'enfants voulus au moment voulu, le nombre d'enfants qu'il peut supporter. C'est ça, le nombre d'enfants que ce ménage-là peut supporter. Donc, il n'y aura plus d'enfants de grossesse non désirée, de grossesse précoce, etc. Après cette sensibilisation, les populations de la zone sanitaire Komé-Bopa, Grand Popo, Houéogbe pourront pendant 10 jours bénéficier gratuitement des conseils d'orientation et des produits du planning familial. Au cœur de cette conférence de presse du président de l'organisation non gouvernementale Africa Culture, la question de l'éradication de la pauvreté en Afrique d'ici à 2025. Pour y arriver, l'ONG a mis en place le projet Mon Village et Mon Pari, une initiative de microcrédit sans intérêt aux pauvres. Nous avons le souci de consacrer une conférence de presse sur les microcrédits sans intérêt pour dire aux leaders politiques que cette recommandation de Dieu d'avant Jésus, d'après Jésus, est toujours valable. Les microcrédits sans intérêt sont très bien possibles. Quand nous avons lancé la chose il y a 3 ans ici en 2015, d'aucuns disaient « Oh, c'est de l'utopie ». Le projet sera proposé à d'autres pays d'Afrique. Si un pays veut, nous sommes capables de le faire et instaurer la microfinance sans intérêt. Très bientôt, nous allons relancer tous les pays africains et ceux de la 6e région africaine pour leur faire part, pour leur proposer des microcrédits sans intérêt. Africa Culture a déjà 36 ans d'existence. La présente conférence de presse se tient alors que l'on célèbre, le 25 mai, la journée de la Renaissance africaine. « 25 mai, Towel Day en anglais, jour de la serviette en français. Voici une journée consacrée où chaque année, l'on célèbre Douglas Adams, un écrivain britannique décédé en mai 2001. Auteur d'une trilogie romanesque, une œuvre gigantesque dont l'ouvrage principal a comme titre traduit en français « Le guide du voyageur galactique », Douglas Adams a élevé la serviette au rang d'objet sempiternel que tout être humain ou humanoïde, autostoppeur galactique, doit avoir en permanence sur lui. Voilà donc un jour sacré où chaque participant est invité à emporter et transporter sur lui une serviette de bain durant les 24 heures chrono. Une serviette de bain, soit. Mais qu'est-ce que la serviette?
La serviette, c'est d'abord une pièce de linge individuelle servant à s'essuyer la bouche pendant le repas. On dit serviette de table. La serviette, c'est ensuite ce linge personnel utilisé pour s'essuyer le corps après la douche. C'est la serviette de bain. La serviette, c'est encore cette robe en tissu de coton utile pour se nettoyer en sortant de la baignoire. On parle de peignoir ou de serviette de toilette. La serviette, c'est aussi un morceau de tissu qui sert à éponger les femmes en période menstruelle. On parle de serviette hygiénique. La serviette, c'est enfin ce sac à compartiment de forme rectangulaire qui sert à transporter des documents, des dossiers, des livres. Revenons à la serviette, linge de corps gardé caché, sauf à la plage ou à la piscine. Au Bénin, chez les plats Ourla, l'on expose la serviette de bain que l'on pose sur le cou, tel un digne pendentif. Au moment de passer là-bas, il arrive très souvent qu'on reçoive des giclées d'eau. Et nous avons la serviette à côté, tout simplement pour nous essuyer la figure. Pour cette journée de la serviette, chacun et chacune devrait se promener avec sa serviette. Ils ont eu la géniale idée de rechercher l'autonomie énergétique des nations qu'ils dirigeaient en construisant ce barrage hydroélectrique. Il s'agit des feux présidents Yassingbe Yadema du Togo et le général Mathieu Kérékou du Bénin. C'était en mai 1988. Le site de Nagbeto a été découvert en 1947 par un ingénieur de nom de Marx. Et il a fallu en 1979 pour son étude de faisabilité. En 1984, la construction du barrage proprement dit a été effectuée. Et c'est en 1987 qu'on a fait en septembre 1987 qu'on a fait le premier lancement des machines. 30 ans après son érection, le barrage hydroélectrique de Nagbeto présente toujours l'image d'un joyau neuf, une gigantesque infrastructure construite sur le cours du fleuve Mono, mais en territoire togolais. Le barrage est composé de 3 parties. Il y a la partie génie civil, la partie évacuation de l'énergie produite et l'usine. La partie génie civil nous permet d'avoir une réserve de 1715 millions de mètres cubes. Au niveau minimum, 130 mètres sur mer, on a 250 millions de mètres cubes. La différence fait le volume utile de production. Ce volume utile est programmé pour sortir en moyenne 150 gigawattheures. Cette énergie, au début de la construction du barrage, était utilisée pour l'écrêtage. Actuellement, compte tenu du déficit, on peut produire à plein temps suivant la demande du dispatcher. Le barrage de Nagbeto a une capacité de production de 150 gigawattheures. Elle représente seulement 30% du besoin énergétique des 2 pays. En 30 ans d'exploitation, nous sommes arrivés à une production moyenne annuelle de 165 gigawattheures. C'est-à-dire que nous avons dépassé le gap de 150 gigawattheures. Et pas plus que l'année passée où on a eu une très bonne pluviométrie, nous avons fait une production annuelle de 208 gigawattheures. Donc ça, c'est des prouesses que Nagbeto peut réaliser en fonction de la pluviométrie. Un besoin qui pourrait être compensé par la construction d'un autre barrage, celui d'Adjarala, qui peut fournir 3 fois la capacité de Nagbeto. Avec cette capacité de 3 fois Nagbeto, plus ce que Nagbeto va produire, on sera quand même capable de dire qu'en cas de crise dans la sous-région, que le Togo et le Bénin, à travers la communauté électrique du Bénin, sera capable d'apporter une énergie suffisante, ou ne serait-ce que pour alimenter les équipements vitaux, les services stratégiques des 2 États. Et nous y travaillons à travers les ministères de l'énergie afin que cet idéal-là puisse être accompli.
Le Bénin et le Togo peuvent donc réduire leur dépendance énergétique vis-à-vis de la Côte d'Ivoire et du Ghana, se créer des sources supplémentaires et par ricochet booster leur économie, mais cela n'est envisageable que s'il y a une réelle volonté politique des deux pays. Ce bâtiment neuf abrite le siège de la Comuba, coopératif des membres unis Bethel Action. Construit en plein cœur de la localité de Kokokodi, la réalisation de ce joyau vient concrétiser un rêve de longue date. La cérémonie d'inauguration de ce jour est l'aboutissement d'un long processus qui a débuté il y a de cela quelques années. Nous ne saurions cacher notre joie face à ce joyau qui fait la fierté et le bonheur des milliers d'adhérents que compte Comuba. La cérémonie d'inauguration du siège de la Comuba est rehaussée par la présence des autorités gouvernementales. C'est un siège que vous inaugurez. Je pense que vous n'allez pas vous arrêter là et que vous allez bientôt inaugurer aussi des agences pour mettre dans de bonnes conditions votre personnel et les clients qui sont en train de venir tous les jours pour avoir les services financiers. Depuis sa création, cette institution de microcrédit a pour partenaire privilégié le Fonds national de la microfinance, FNM. La Comuba est en partenariat avec le FNM depuis pour la mise en œuvre de ces interventions. Elle a bénéficié de plusieurs concours ainsi que des lignes de crédit pour satisfaire les besoins des couches démunies et d'autres catégories socio-professionnelles qui constituent votre cible. C'est en 2010 que la Comuba a été sélectionnée après appel à candidature pour mettre en œuvre le programme de microcrédit aux plus pauvres. La Comuba compte aujourd'hui plus de 4000 membres et plus de 60 000 bénéficiaires de microcrédit. Cette inauguration a pris fin par une visite des bureaux du bâtiment. Ce n'est pas encore l'ouverture de la campagne présidentielle au Libéria, mais à 6 mois de l'échéance, les 11 candidats déclarés affûtent leurs armes. Parmi eux figure le vice-président Joseph Boakai. Il bénéficie du soutien de la présidente. Les candidats cherchent à avoir le pouvoir. Peut-être qu'ils ont de l'argent et ils veulent le pouvoir. Joe Boakai cherche l'occasion de rendre à ce pays ce qu'il lui a donné en sachant d'où il vient. Cet homme d'affaires novice en politique a dirigé une multinationale de boissons gazeuses. Il veut capitaliser cette expérience. J'ai de très bonnes chances de gagner cette élection. Vous savez, c'est très ouvert avec la présidente qui ne se représente pas. Je pense que ça fait une différence. La présidente Ellen Johnson ne cache pas son soutien à son vice-président, même si son mandat à elle n'a pas été épargné par les accusations de corruption et de népotisme. Je soutiendrai le vice-président Boakai dans toutes ses démarches sur la base de son programme présidentiel. Je lui apporterai tout mon soutien. Il y arrivera comme j'y suis arrivé. L'un des plus connus parmi ces candidats est George Weah. L'ancienne star du PSG a été élu en 2014 sénateur face à un des fils de la présidente Ellen Johnson Sirleaf. Il promet d'améliorer les services publics défaillants, en particulier l'éducation et la santé, et de s'attaquer à la corruption. Manchester United a remporté l'Europa League 2017 en battant l'Ajax d'Amsterdam sur un score de 2-0 mercredi soir à Stockholm en Suède. Actualité oblige, 1 minute de silence a été observée avant le coup d'envoi du match en mémoire des victimes de l'attentat suicide de lundi à Manchester qui a fait 22 morts et 59 blessés. Début de Paul Pogba à la 18e minute et d'Henrik Mkhitaryan à la 48e minute ont permis aux hommes de José Mourinho de glaner leur deuxième trophée de la saison après la League Cup remportée au mois de février. Ce succès envoie Manchester United directement en Champions League la saison prochaine. Explosion de joie à Manchester où les fans attendaient un trophée majeur depuis des années. La Première Ligue aura donc 5 représentants à la prochaine édition de la Champions League.
Mourinho, quant à lui, continue d'étoffer son statut de Special One